Bonjour à tous, je vais débriefer cette très belle victoire bonifiée française en Écosse, après un match chirurgical des Bleus en attaque et surtout en défense. J'évoquerai dans un premier temps la physionomie générale du match, puis je me focaliserai sur la stratégie défensive des Bleus. Pour finir, j'analyserai certaines attaques françaises et je reviendrai sur 3-4 actions spécifiques. Avant cela, pensez à soutenir la chaîne sur Utip et Tipeee, où vous retrouverez pas mal de stats sur les compétitions majeures du rugby à 15. Si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne et cliquez bien sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains contenus. Les turnovers sont l'une des forces des Écossais, et c'est sur ce genre de ballon qu'ils ont trouvé logiquement des solutions, quand la défense française était désorganisée. Quelle tournure aurait pris ce match si Van der Merwe avait utilisé ses soutiens proches après sa percée, au lieu de servir directement son capitaine Stuart Hogg par une longue passe? C'est sans aucun doute à ce moment-là que les Écossais ont raté leur chance, car auparavant ils n'ont guère eu la possibilité d'inquiéter des Français précis. Après un démarrage canon, ces derniers ont juste un peu flanché pendant 8 minutes, accumulant les erreurs. Une chistera douteuse de Marchand à la 20e, une mêlée française pénalisée dans la foulée, un en avant de Dupont à la 23e, une touche perdue à la 24e, Jaminet qui se trouve complètement en l'air à la 25e, les tricolores ont perdu le fil du match et en ont payé les conséquences à la 28e, suite à une rare erreur défensive. Au ralenti, on voit que Danty regarde le 9 écossais puis son vis-à-vis, jamais le marqueur d'essai. Danty et Ficou ne communiquent pas et se fixent sur le même joueur. Il y avait certes un surnombre écossais extérieur, mais sur un espace très petit, donc plus simple à défendre. Danty devait rester plus près du ruck, ou au moins communiquer avec Baye et Cross fixés en bord de ruck. Gelon se replaçait et était masqué. Il ne pouvait pas plaquer le troisième ligne écossais lancé, si près de la ligne d'en but. Pour le reste, le 15 du Chardon a trouvé des petites solutions offensives, sur des actions lors desquelles les Français ne pouvaient pas monter en pointe, car ils étaient surpris après mêlée. Dès la première minute, Ali Price inverse le sens de sortie de la mêlée, attirant Aldrit, Dupont puis Gelon du mauvais côté. Surpris, la défense monte pas, et Cross est trop loin de Russell. C'est un 4 contre 3. Russell n'avait qu'à fixer Tamac et écarter. Il prend la mauvaise option avec ce jeu au pied médiocre. À la 47e, Price fait une belle feinte de jeu petit côté, tirant Dupont, puis file grand côté. Personne ne communique à Gelon que le ballon est sorti, ce que le troisième ligne ne peut voir que trop tard. Price arrive pleine vitesse et surprend Tamac. On a vu là les 3 uniques actions offensives d'envergure des Écossais. Dans ce contexte difficile offensivement pour le 15 du Chardon, le jeu au pied aurait pu être une arme précieuse. Pour autant, seule cette tentative de 50-22 à la 50e a mis les Bleus en danger. Moefana couvre bien, mais concède finalement la touche. Dans ce secteur du jeu au pied, les Bleus ont été supérieurs, à l'image de ce 50-22 excellent de Jaminet à la 11e, alors qu'il était contre le vent. Avec le vent en seconde période, c'était encore plus facile. Tamac faisant gagner 55 mètres à son équipe à la 43e, tout comme Lucu le fera à la 77e sur ce presque 50-22. En première période, Tamac était moins en réussite face au vent violent, une action qui n'a pas incité les Écossais à jouer au pied contre le vent en seconde période. Le 15 du Chardon n'a joué que 3,3% de ses ballons au pied, contre 13,8% pour le 15 de France. En a découlé une possession de balle écossaise de 61% en seconde période, une stat positive contrebalancée par une très faible occupation de 39%. Les Écossais ont fait beaucoup de passes dans leur camp, sans déstabiliser la défense tricolore. Un constat que l'on doit à la domination physique sans partage des Bleus, et illustré en toute fin de première période par ce raid de Ficou que personne ne peut arrêter. Plus tard, à la 49e, après un bon ballon porté français et un départ de Marchand, les bords de ruck écossais sont friables et Dupont en profite pour dynamiser. On voit leur Baye vite replacé en soutien offensif fringant, pendant que son vis-à-vis Fagerson grimace clairement et est en retard défensivement. La différence physique est criante et s'accentuera avec le banc tricolore costaud, et notamment l'excellent Movaka, auteur de nombreuses trouées dans l'édifice écossais. Cette force physique française se retrouve dans les stats. Les Écossais ont parcouru plus de mètres ballon en main, mais c'est parce qu'ils ont multiplié les charges. En moyenne, ils n'ont avancé que de 4,4 mètres par course, contre un peu plus de 6 mètres pour les Français. En défense, les Bleus affichent de la constance pour bloquer les ballons portés adverses. C'était déjà le cas contre l'Irlande, et ça s'est confirmé en Écosse. Autre atout perpétuel, la défense sur l'homme. Et c'est souvent Willemse qui est là pour faire sévèrement reculer l'adversaire, ici le talonneur McInally. Pour autant, même les 3/4 s'y mettent, comme Dupont à la 35e. Sûr de cette qualité dans les duels, l'objectif des Bleus était de couper les extérieurs aux redoutables ailiers écossais Graham et Van der Merwe, ce qui est fait ici par le trio Tamac, Ficou, Penaud, pour pousser le porteur de balle au duel face à un avant, ici le solide Aldrit. On a vu cette configuration plusieurs fois, notamment à la 64e. Penaud coupe l'extérieur et l'Écossais se retrouve piégé et pris par Bamba et Dupont. Cette technique des montées extérieures n'est pas neuve, je l'avais entre autres ciblée lors du match Italie-France 2021. Vous retrouverez le lien de ce débrief dans la description de la vidéo.
Pour ce match en Écosse, j'ai compté plusieurs dizaines de montées extérieures, donc je vais surtout analyser les différentes variantes et comment l'Écosse a tenté de s'adapter. En début de match, à la 9e, suite à une montée de Fickou, Russell est surpris et hésite un instant. Du coup, Hogg est pris par Fickou, peu de temps après avoir eu la balle de la passe tardive de son ouvreur. À la 16e, le centre Tupolotu n'aura pas l'opportunité de faire la passe à cause d'une belle montée de Dupont, et malgré un bon surnombre extérieur. Dupont, encore lui, gênera aussi une transmission à la 62e après une montée solitaire incisive. Le plus efficace a été néanmoins le combo montée, plaquage, grattage. À la 64e, Fickou coupe l'extérieur, Cross plaque et Eldred gratte. C'est clinique. À la 56e, c'est Penaud qui monte extérieur, Danty qui plaque, et Woki qui gratte. À la 33e, Penaud et Fickou coupent l'extérieur, le centre écossais tombe sur Cross, Tamac et Danty, et se fait gratter le ballon. Une situation qui s'est produite 5 fois lors de cette rencontre, et qui aboutit à un tiers des pénalités concédées par les Écossais. Ces derniers ont tenté de parer cette défense dite inversée des tricolores. Le plus simple était d'attaquer directement la ligne d'avantage, comme le fait Russell à la 37e après une montée de Fickou, et faire venir un ailier proche par une course en travers. L'idée est bonne, mais la passe est ratée. Il y avait aussi le retour intérieur au bord de ruck, après la montée de Moefana. Sans fixation au préalable des avants français, Hogg est stoppé net par Cross et Taofi Fenua. À la 52e, le 15 du Chardon prend alors de la profondeur après une montée de Penaud. Les Écossais veulent tellement éviter l'interception qu'ils sont très loin de la ligne d'avantage. Penaud peut glisser tranquillement et Tamac a le temps de couvrir l'extérieur, un placement très habituel pour lui après plusieurs temps de jeu adverses. À la 34e, les Écossais ont trouvé l'astuce, mais la concrétisation était imparfaite. En sortie de mêlée, le 9 se met dans la ligne d'attaque pour attirer les défenseurs adverses. On effectue ensuite 2 leurres au milieu du terrain pour servir en profondeur Finn Russell, et surtout ralentir la montée de Fickou et fixer Danty. Mission à moitié réussie car Danty a bien lu l'action. La présence de l'ailier Van der Merwe aux côtés de Russell est excellente pour casser la montée extérieure de Moefana et amener de l'incertitude chez Fickou. Ce dernier défend très bien en naviguant entre Russell et Van der Merwe sans se jeter, laissant le temps à Danty de récupérer un Russell pas très rapide. Les leurres écossais ont encore échoué à la 15e. Il y a un 6 contre 3 pour l'Écosse, Penaud monte pour gêner la transmission et ruine un 3 contre 1. Russell arme sa passe bien avant que le leurre écossais soit en action. Fickou a tout lu et peut couvrir au large sans problème sur Graham, ralenti par une prise de balle compliquée suite à l'intervention de Penaud. Au passage, Van der Merwe met un coup de poing sur le sternum de Danty. Pas vu, pas pris. Enfin, les Écossais ont tenté des passes sautées pour contourner les montées françaises. À la 25e, Penaud monte bien en pointe, obligeant Russell à faire une longue sautée en cloche pour lober l'ailier français. Ça fonctionne, mais la trajectoire très longue du ballon donne le temps à Jaminet de tenter l'interception et détruire un nouveau 3 contre 1 pour les Écossais. À la 62e, les Écossais ont le temps de faire une sautée tranquille. La tactique bleue a une variante intéressante, puisque celui qui monte en pointe, ici Tamac, n'est pas le dernier joueur de la ligne de 3/4. Moefana est en couverture. Sa présence et la longue passe écossaise donnent du temps à Tamac et Dupont pour glisser extérieur. À la 40e, c'est presque le même principe, exception faite de Tamac, qui lit bien la situation et va changer de côté rapidement pour aller défendre, comme Danty le lui indique. Sinon, c'est Dupont qui est en pointe, Moefana est encore sur l'aile. Le temps que la sautée arrive sur l'aile, Tamac est déjà là, et Dupont et Jolon peuvent glisser pour plaquer le 3e ligne écossais. En bonus, les tricolores ont parfois changé de stratégie afin de contrôler la rencontre. À la 58e, face à l'apathie écossaise, les Bleus ont juste érigé un mur infranchissable. Le but n'était pas de récupérer le ballon, mais de laisser les Écossais se casser les dents et s'épuiser à courir contre le vent. Pas étonnant alors que la France n'eut que 39% de possession en seconde période pour 61% d'occupation. Les Bleus ont bien compris la nouvelle règle du 50-22. Dès la 3e, sortie classique de mêlée, avec Dupont qui sert son ouvreur Tamac. Penaud reste petit côté pour s'assurer que son vis-à-vis y soit aussi et n'aille pas grand côté. Danty resserre le milieu de terrain par sa présence et sa feinte de prise de balle. Tamac le saute pour servir Fickou, et Jaminet vient faire le surnombre. En effet, Stuart Hogg refuse d'aller dans la ligne défensive, car il y a risque de 50-22. Moefana est donc servi sans opposition et gagne plus de 20 mètres. L'idée est la même à la 39e, mais avec un autre lancement classique des Bleus et une touche prise par Woki. On a un centre Danty en position de 10, le second centre est en leurre, et Penaud et Tamac traînent derrière pour mettre de l'incertitude et resserrer les défenseurs. Là encore, Jaminet est dans la ligne pour le surnombre, et Hogg ne vient pas immédiatement sur Moefana, car Tamac peut faire un 50-22. Voyant cela, Tamac serre Moefana au pied, et les Français gagnent encore une bonne trentaine de mètres. À la 45e, autre variante. Une bonne mêlée bleue, Aldrid sur le ballon pour Dupont en 10. Fickou est servi en sauté, Danty en leurre permet une belle redoublée pour Dupont. Cette fois-ci, les Écossais défendent l'extérieur, et il n'y a pas de surnombre. Dupont tente donc de surprendre Russell par un 50-22. L'option est excellente,
Dommage que l'exécution soit ratée, avec cette sortie en ballon mort. Je vais maintenant débriefer 5 autres attaques françaises. À la 40e, avant l'essai de Ficou, on a un bon porté tricolore et un lancement ultra classique. Danty est servi en 10, Penaud et Tamac sont derrière en embuscade. Danty surprend Penaud en cassant le premier plaquage, et le leurre de Ficou est tendancieux, car il percute le défenseur. Cette action illicite, mais pas sanctionnée, permet à Danty de fixer un autre défenseur. Tamac est servi, Penaud et Jaminet aident à resserrer la défense, et Moefana est donc seul sur l'extérieur, il peut avancer de 15 mètres avant le retour des Écossais. Je reviens maintenant sur l'une des rares attaques françaises s'étant mal terminée. À la 31e, on tourne intelligemment la mêlée à gauche pour éloigner les 3e lignes adverses. Ça éjecte rapidement pour Penaud. Danty est en leurre et Tamac a une course extérieure pour amener la défense grand côté. C'est du grand classique. Par habitude, Price va se fixer extérieur sur Penaud en position d'ouvreur, faisant confiance à sa 3e ligne pour couvrir intérieur, ce qui est rendu impossible à cause de la mêlée tournée. Penaud sert du point intérieur dans l'espace. Plusieurs superbes passes après contact plus tard, Aldrit rate le coche en ne donnant pas à Tamac et va dans la nasse écossaise. Tamac, préparé pour jouer extérieur, est en retard au déblayage, et Aldrit est logiquement pénalisé au sol. Pour finir ce chapitre, je vais maintenant décortiquer 3 essais français. À la 7e, Russell tape le ballon plein centre, ce qui n'est pas très intelligent car ça donne plusieurs options de relance à Dupont. Sur cette action, il est important de bien regarder l'attitude de Russell. Alors que Dupont sort un numéro dont il a le secret, on voit que l'ouvreur écossais peine sérieusement à se replacer après avoir suivi son jeu au pied. Dupont a beau temporiser, Russell n'y arrive pas. Jelon ne peut pas se démarquer, mais il est le premier soutien dans le ruck, permettant la sortie rapide de Ficou. Baille est déjà disponible pour charger dans la zone du 10. Une zone amputée donc de Finn Russell, toujours au petit trot, et qui se replace bizarrement petit côté. Surpris par l'absence de Russell, Hogg est obligé de couvrir en catastrophe son ouvreur et rate son plaquage sur Baille. La suite est imparable. Jelon est déjà de retour du ruck précédent pour faire office de leurre. Marchand peut servir aisément Villemc après contact pour un essai superbe. À la 12e, tout part d'une touche française et d'un ballon porté. Aldrit casse un plaquage puis mobilise 2 défenseurs. Moefana et Jelon sont rapidement en soutien, Dupont peut vite écarter. Les avants écossais ne sont pas replacés du môle précédent, alors que Baille, Woki et Villemc sont déjà prêts en leurre au ras. Russell est donc obligé de couvrir le bord de ruck. La sautée de Dupont par Ficou élimine l'ouvreur écossais. On assiste alors à un magnifique mouvement. Ficou feinte la passe dans le dos pour Tamac et sert Danty. On croyait être en leurre. Danty, habitué à rentrer dans le tas, change de registre et sert intelligemment Tamac avant contact. Les Écossais montent alors en catastrophe et trop tardivement pour couper les liaisons Tamac-Jaminet et Jaminet-Penaud. L'ailier, ralenti un peu par la passe trop en arrière de Jaminet, a l'intelligence de profiter de la défense glissée écossaise pour fixer 2 défenseurs. 2 remises intérieures plus tard, de Penaud pour Baille, puis Baille pour Moefana, et c'est un essai somptueux. Pour terminer, à la 73e, nouvelle touche et ballon porté français. Les 3/4 sont loin du pack, sauf Moefana qui reste intérieur pour duper les défenseurs, alors que son vis-à-vis Graham couvre le porté. Pour autant, le leurre de Moefana ne prend pas, et le surnombre est donc annulé. Lucu allonge la passe pour Ficou pour retrouver cette habituelle cellule de 3. Danty fixe un bloc de 3 joueurs un peu naïfs, qui se fixe trop sur Tamac, alors que c'est un 3 contre 3. Tamac est servi derrière. Présent dans la ligne, Ramos met de l'incertitude sur l'ailier adverse par une intelligente course extérieure. Penaud est alors isolé sur l'aile, et le jeu au pied de Tamac est parfait pour l'essai. Je commence ce chapitre par laisser logiquement refuser Ali Price à la 27e, car Aldrit l'empêche d'aplatir. L'arbitre est revenu sur le plaquage haut de Baille sur Price. Même si ce plaquage n'est pas franchement dangereux, car Baille a la main sur l'épaule de Price, si près de l'embut, ça aurait dû faire carton jaune contre le pilier gauche français. D'autant plus que Price ne se baisse pas avant le plaquage. Fallait-il aussi accorder un essai de pénalité? La présence d'Aldrit derrière Baille met le doute sur la certitude que Price aurait marqué sans le plaquage de Baille. L'arbitre a fait pour moi le bon choix en sifflant simplement pénalité. À la 30e en revanche, c'est plus complexe. Le ruck est d'abord formé puis désintégré, et l'arbitre signale à Aldrit de lâcher le ballon alors qu'il est en position licite. Celui-ci n'a pas le temps de le faire, qu'il est déblayé sur le côté par un Écossais et tombe dans le camp adverse. Vu qu'il sort immédiatement, et que le 1 Écossais est en faute, j'aurais pénalisé l'Écossais en premier. La faute de Ficou vient après. À la 41e, Woki est dans le ruck, mais le ballon est disponible pour Price. Woki a la bonne attitude en roulant parallèlement à la ligne d'embut, et donc en direction de la ligne de touche, à l'opposé du ballon. Price lève alors le ballon et est gêné par Woki. L'arbitre ne siffle pas pour autant et il a raison. C'est Price qui rate son lever de ballon, plutôt que Woki qui fait faute. Plus tard, Price perdra le ballon et Danty marquera l'essai du bonus. Enfin, à la 70e, Tao passe le ballon devant la défense pour Bamba, qui se fera pénaliser logiquement pour un ballon gardé au sol. Ce type d'action est typiquement une prise de risque offensive inutile. En effet, le passeur est régulièrement plaqué dans l'élan des défenseurs adverses. Il ne peut donc être au soutien du joueur recevant le ballon.
On le voit ici avec Taofi Fenoua, percuté, donc retardé sur le ruck suivant. De plus, on voit au départ de l'action que le soutien Movaka anticipe plutôt une charge de Taofi Fenoua, alors que Tamac est dispo pour recevoir le ballon extérieur. Surpris, Movaka se cale ensuite plutôt sur Tamac et est en retard au déblayage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez au pouce bleu si elle vous a plu, et à soutenir la chaîne sur Utip et Tipeee. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Pour les nouveaux venus, pensez à vous abonner et à bien activer les notifications en cliquant sur la cloche. Prochain rendez-vous dans 2 semaines pour le débrief de Galles France, avant-dernière marche vers le Grand Chelem. À bientôt!